Les enseignants au cœur de la relance de l'éducation, tel est le thème de la Journée mondiale des enseignants célébrée le 5 octobre 2021. Un thème fort évocateur au regard de la crise sanitaire qui a secoué le monde il y a 1 an et demi. Il faut dire que la Journée mondiale des enseignants n'est pas seulement l'occasion de rendre hommage à chaque enseignant, mais c'est également un appel lancé aux dirigeants des pays d'investir en eux et à leur accorder la priorité dans le cadre des efforts mondiaux de reprise de l'éducation afin que chaque apprenant puisse se former auprès d'un enseignant qualifié et soutenu. Il faut noter qu'à l'occasion de cette célébration, des événements mondiaux et régionaux se sont déroulés dans le but de présenter les conséquences de la pandémie sur la profession enseignante en mettant en avant les réponses politiques efficaces et prometteuses avec pour objectif de définir les mesures à prendre pour que le personnel enseignant développe tout son potentiel. À titre de rappel, la Journée mondiale des enseignants commémore la signature de la recommandation OIT-UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1966 qui fixe les critères de référence relatifs aux droits et aux responsabilités des enseignants ainsi que les normes fixant leur formation initiale et continue, leur recrutement, leur emploi et les conditions d'enseignement et d'apprentissage. Le ministre camerounais des Transports Jean-Ernest Massénangale Bibeye a reçu en audience le 5 octobre 2021 l'ex-directeur régional du Golfe de Guinée Bolloré Transport Logistique, M. Mohamed Adiop. Au cours de cette audience, Mohamed Adiop a remercié le ministre des Transports pour la qualité du séjour au Cameroun. Ce dernier, arrivant en fin de mission en terre camerounaise, en a profité pour présenter son successeur, l'Ivoirien Serge Agnero, qui sera désormais à la tête de la direction régionale du Golfe de Guinée Bolloré Transport et Logistique. À l'occasion de la Journée mondiale de l'habitat qui s'est célébrée le 4 octobre dernier avec pour thème « Accélérer l'action urbaine pour un monde sans carbone », le ministre camerounais des Transports Jean-Ernest Massénangale Bibeye a présenté en visioconférence un exposé sur le thème « Action climatique urbaine à travers une planification et une mobilité à bas carbone ». Dans sa présentation, le ministre des Transports a rappelé que le Cameroun reconnaît l'importance des transports en tant que source d'atténuation. Pour ces raisons, 5 instruments ont été identifiés pour fixer et atteindre les objectifs climatiques dans les transports, notamment les instruments de planification à travers la promotion des transports publics de masse, les instruments réglementés à travers l'élaboration des normes sur la sécurité, la limitation de vitesse, le parking, l'attribution de l'espace routier, l'examen technique des véhicules, les instruments économiques à travers les taxes sur les carburants, la tarification routière, les taxes d'achat, les frais et prélèvements, les instruments d'information à travers les campagnes de sensibilisation, l'éco-conduite, la gestion de la mobilité et les instruments d'investissement à travers l'amélioration de l'efficacité des transports individuels motorisés grâce à la technologie des véhicules. Relativement à la question concernant les meilleures pratiques de transport urbain de masse en matière de réduction à effet de serre, le ministre des Transports a mentionné le développement des transports urbains de masse à Douala et à Yaoundé à travers Sokatu et Stécy, la reprise du train express sur l'itinéraire Douala-Yaoundé. Il a également évoqué le plan du développement du transport fluvial avec la relance en janvier 2020 du permis de conduire des pirogues à moteur et des embarcations de plaisance, le projet de réhabilitation du port fluvial de Garoua, les vols domestiques effectués par la compagnie aérienne nationale, du plan de mobilité urbaine qui intègre le bus rapide transit. Enfin, il est envisagé l'élaboration d'une stratégie pour la prise en compte des politiques de transport bas carbone. Pour finir, le ministre des Transports a loué l'initiative de l'ONU Habitat pour avoir associé le ministère des Transports du Cameroun dans la célébration de sa journée mondiale cette année 2021. La table ronde virtuelle, qui était modérée par Chamo Ajaré de l'UN Habitat et a vu la participation de nombreuses personnalités, à l'instar de Meimouna Mot Sharif, sous-secrétaire général et directrice exécutive d'ONU Habitat, Jean Todt, envoyé spécial des Nations Unies pour la sécurité routière, Ada Thompson de l'Institute of Transportation and Development Policy, Carlos Moreno de l'Université de la Sorbonne, de François Davenet, directeur général de l'International Union of Railways. Dans un message radio porté signé le 1er octobre 2021 du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bangangele recommande à l'ensemble de ses unités d'intensifier la recherche du renseignement prévisionnel, d'accroître la vigilance autour des points sensibles et institutions incombant à la Sûreté nationale, d'accentuer la vigilance dans les lieux de forte concentration urbaine, de multiplier les patrouilles diurnes et nocturnes, d'inviter les collaborateurs commis dans les barrages mixtes gendarmerie-police aux entrées et sorties principales des villes à plus de sérieux et de
perspicacité avec un accent particulier sur l'identification des occupants des véhicules, fouille des malles arrière, boîte à gants, dessous des sièges, bagages et colis suspects sans compromission ni traque assurée. Selon certaines sources bien introduites, ces recommandations du patron camerounais de la police viendraient du fait que les bandes armées opérant dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ont décidé d'étendre leur champ d'opération. Ces derniers, selon ces sources, envisageraient de se déployer dans les autres régions du Cameroun en s'attaquant précisément aux villes de Yaoundé, Douala et Bafoussam. C'est pour essayer d'anticiper sur ces éventuelles attaques dites très sérieuses que la délégation générale à la sûreté nationale a prescrit la vigilance et le renforcement du renseignement prévisionnel à toutes les unités de police. La ville de Yaoundé a abrité les 4-5 octobre 2021 le 3e forum des gouverneurs de la commission du lac Tchad. Présidé par le premier ministre Chief Joseph Zongouté, cette réunion de haut niveau qui s'est tenue en format hybride au palais de congrès a réuni les gouverneurs des régions les plus impactées par les affres de la secte islamiste Boko Haram et les partenaires internationaux. Placés sous le thème coopération régionale en matière de sensibilisation, de consolidation de la paix et de développement durable, les gouverneurs de ces régions ont pendant ces 2 jours ont fait le bilan des assises de président, mais ont également échangé sur la nécessité de resserrer les rangs pour qu'ensemble, ils puissent relever les défis sécuritaires, économiques et sociaux. Principale plateforme de dialogue, de coopération et d'échanges transfrontaliers, le Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad cherche à soutenir les efforts nationaux, régionaux et multinationaux en cours visant à stabiliser la région. De plus, il s'est engagé à promouvoir le dialogue et la coopération transfrontalière, à renforcer la sécurité transfrontalière et à faciliter le commerce transfrontalier et la relance économique pour améliorer les moyens de subsistance. Il faut noter que le premier forum s'était tenu en mai 2018 à Maïdougouri au Nigeria et le deuxième en juillet 2019 à Niamey au Niger. Suite à la signature de plusieurs accords entre le gouvernement ivoirien, l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement et l'Allemagne, la Côte d'Ivoire s'est vue accorder un financement de 151,5 millions d'euros, soit près de 100 milliards de francs CFA. Il faut dire que le financement accordé à la Côte d'Ivoire entre dans le cadre de la relance de son économie post-Covid-19 ainsi que du programme de renforcement du système de santé et de solidarité. La somme de 5 millions d'euros est destinée au Fonds de solidarité Covid-19 en faveur des populations vulnérables. Le montant de 12,5 millions d'euros, couplé à une garantie de 80 millions d'euros, soutiendra l'amélioration des systèmes de diagnostic sanitaire. 24 millions d'euros pour le fonds PME Grande Entreprise et 30 millions d'euros alloués au fonds Covid-19. Selon l'Union européenne, un montant d'une valeur totale de 54 millions d'euros, soit 35,4 milliards de francs CFA, permettra aux PME et grandes entreprises d'accéder à court terme à des liquidités à des conditions favorables, notamment à des prêts à des taux réduits ou taux zéro. Ils étaient environ plus de 5000 manifestants pro-Sahel à s'être mobilisés le 3 octobre dernier sur l'avenue Bourguiba. Les forces de sécurité déployées en grand nombre sur cette avenue ont formé une protection autour des manifestants rassemblés devant le théâtre municipal. Il faut dire que ces manifestants rassemblés brandissaient le drapeau tunisien, des photos du président Sayed et des banderoles en assurant que le peuple veut une révision de la constitution où Sayed, porte-parole officiel du peuple. Il faut noter que ces réclamations des pro-Sahel ne font pas l'unanimité dans le pays. Depuis son ascension à la magistrature suprême, la Tunisie est encline à des manifestations chaque week-end. Le 22 septembre dernier, environ 2000 Tunisiens avaient manifesté contre le coup de force de Kais Saied, l'accusant d'accaparement du pouvoir, d'avoir violé la constitution et de vouloir instituer un régime pire que celui de Zine El Abidine Ben Ali, chassé par la révolution de 2011. Il faut souligner qu'élu en fin d'année 2019, le président Saied avait annoncé le 25 juillet 2021 le limogeage du premier ministre Hichem Michechi, le gel du Parlement et s'était octroyé le pouvoir judiciaire. Et le 22 septembre dernier, Kais Saied avait officialisé ses pleins pouvoirs par des mesures exceptionnelles qui prolongeaient la suspension du Parlement. Elle lui permettait aussi de légiférer par décret, de présider le Conseil des ministres et de modifier les lois du pays.
Suite à la victoire du Parti de la Prospérité aux élections le 21 juin dernier, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a été investi le 4 octobre 2021 pour un mandat de 5 ans par le président de la Cour suprême, Meaza Ashenafi. Il faut noter que l'investiture de cet ancien prix Nobel de la paix s'était faite dans un contexte politique marqué par des conflits au Tigré. Bien que son administration voit cette reconduction comme étant une gratification et un soutien populaire à ses réformes démocratiques engagées depuis son arrivée au pouvoir en 2018, il faut relever que des dizaines de milliers de personnes ont été tuées dans le conflit de la région du Tigré et des centaines de milliers de personnes sont menacées par la famine. Le bureau du Premier ministre, qui accuse les rebelles d'avoir déclenché la guerre en novembre 2020, a indiqué que certaines mesures de conciliation, telles que la déclassification du Front de libération du peuple du Tigré comme groupe terroriste, pourraient avoir lieu après la formation d'un nouveau gouvernement. Toujours est-il que rien ne semble garantir que l'investiture d'Abiy Ahmed aura des effets sur l'offensive menée par les forces gouvernementales contre les rebelles tigréens du Front de libération du peuple du Tigré qui dominait la vie politique nationale bien avant l'arrivée d'Abiy Ahmed au pouvoir. L'emblématique président de l'Olympique de Marseille, vainqueur de la prestigieuse Ligue européenne des champions cet été le 3 octobre 2021 à Paris, à l'âge de 78 ans des suites de maladies. Selon ses proches, Bernard Tapie souffrait depuis plus de 4 ans d'un double cancer à l'œsophage et à l'estomac. Personnalité au parcours exceptionnel, c'est dans le milieu sportif qu'il a établi sa meilleure réputation. En 1986, l'homme d'affaires avait racheté le club olympique de Marseille. Après avoir remis à flot le club mythique de la cité phocéenne, Bernard Tapie a amené son équipe en moins de 10 ans a remporté 4 titres de champion de France, une Coupe de France et surtout un trophée de la Ligue des champions en 1993. Et jusqu'à ce jour, l'Olympique de Marseille demeure le seul club français à avoir remporté ce prestigieux trophée continental. Acteur, chanteur, animateur télé, homme politique, Bernard Tapie a connu des succès et des déboires dans le monde des affaires. Des déconvenus qui l'ont conduit en prison à un moment donné de sa vie.